Comme les oiseaux qui ne s'entendent plus chanter, nous avons quitté la ville. Ce monde sans étoiles, construit de toutes pièces dans sa propre logique. Ici, tout est domestiqué, plus question de composer avec les rythmes et la rudesse du monde sauvage, on en est définitivement débarrassé. La nourriture arrive prédécoupée dans des barquettes plastiques, et puis on ne se déplace même plus, c'est la ville elle-même qui nous déplace. Nos besoins sont assouvis à condition de consacrer une bonne partie de notre vie à faire autre chose que ce dont nous rêvions étant enfants. Prends ton temps surtout, hein. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on n'est pas les seuls à se faire embarquer dans un tel naufrage. On emporte avec nous quantité d'autres formes de vie que nous ne connaissons même pas. C'est toujours assez émouvant de voir que même quand il n'y a plus rien, il y a quand même encore quelque chose. Si des coraux et des petits poissons colorés peuvent se loger dans les épaves de bateaux, une vie nouvelle peut s'installer dans les recoins d'un vaisseau fantôme qu'on appelle civilisation. C'est dans ces ruines et sur ces parois vermoulues que fleurissent de nouveaux récits, de nouvelles idées, de nouvelles façons d'habiter. Ça marchera pas ton truc, laisse tomber. Dans ce paquebot qui se prétendait insubmersible, nous ne pouvions être sauvés que si nous réapprenions à rêver. Tout le monde a des rêves. Tout le monde se raconte des histoires. S'il y a un point commun qui unit l'ensemble des sociétés humaines, c'est que chacune d'entre elles repose sur des mythes et sur des grands récits fondateurs. Et parfois, avec le temps, certains récits ne tiennent plus. Il nous faut donc en inventer d'autres. Même dans les nuits les plus sombres, il n'est pas impossible de déceler au loin quelques lumières, ou du moins quelques lucioles. Quand le monde que nous connaissons semble se défaire dans un grand fracas, certains, discrètement, sont déjà en train d'inventer d'autres mondes. Sans aucun doute, notre façon de vivre est pittoresque, mais aujourd'hui, plus que tout autre, je prends conscience que ce n'est pas une mauvaise chose. Nous avions besoin de prendre l'air, et c'est comme ça que nous avons quitté la ville. Mais comme nous ne pouvions pas aller ailleurs, nous l'avons quitté de l'intérieur. Bienvenue au Diamant Palace. Et oui, ça fait 1308 jours maintenant que nous sommes installés dans ce vieux théâtre abandonné, le Diamant Palace. Un théâtre Art Nouveau. C'est marrant l'Art Nouveau. Il apparaît à la fin du 19e et s'inspire énormément du monde vivant dont la destruction organisée s'est emballée précisément à ce moment-là. Des fleurs de fer et des papillons de verre. L'Art Nouveau s'inspire d'une nature qu'il domestique par la symétrie. D'ailleurs, les premiers mécènes de l'Art Nouveau étaient des grands industriels, comme pour signer que l'avenir du monde était d'être entièrement remodelé par l'homme moderne et sa technique. Ce même homme qui est allé sur la Lune et qui, avant même d'y avoir posé le pied, avait déjà jeté un sac poubelle depuis son véhicule spatial. Mais avons-nous vraiment vocation à tout détruire quand on s'installe quelque part? Homo sapiens est-il programmé pour habiter contre le monde? Si le fait de se faire un abri est un invariable de l'aventure humaine, on peut effectivement se montrer critique de la façon dont certains d'entre nous les ont fait. Habiter, on peut penser que ça se résume à avoir une maison bien calée, à se fixer quelque part avec quelques-uns. Aujourd'hui, pour plus de la moitié de la population mondiale, habiter, ça veut d'abord dire vivre en ville. Nous, les citadins, connaissons très peu les autres formes de vie qui peuplent cette planète. Et c'est peut-être parce qu'on les connaît mal que nous parvenons à vivre sans trop nous inquiéter de leur destruction successive. Même si l'on sent, quelque part au fond de nous, que quelque chose de sale est en train de se produire.
La planète que nous habitons foisonne de vie. Une variété hallucinante de formes, de motifs, de couleurs, de parfums, de textures, mais aussi de caractères, de façons d'être, d'habitudes et de petites manies. Il y a une infinité de formes toutes belles, disait Charles Darwin. La biodiversité, c'est vraiment le trip du siècle. Alors qu'on découvre environ 18 000 nouvelles espèces chaque année et qu'il en reste des millions d'autres, nous savons que nous détruisons en ce moment certains êtres vivants que nous ne connaissons pas encore et que nous ne connaîtrons jamais. Mais dans la ville, entre un sol de béton et un ciel fait de lumière artificielle, on finit par oublier que nous habitons une planète si vivante. Dans notre vision occidentale moderne, le vivant est un environnement, un décor, le théâtre dans lequel se met en scène la comédie humaine. On va regarder les canards au parc pour se distraire, on va manger le canard, utiliser ses plumes pour dormir dedans. Le canard est un outil, un objet, une ressource, une décoration. On n'habite pas avec le canard. On va le saigner, on va le tuer. Et même le discours des grandes ONG de défense de l'environnement est influencé par cette vision très utilitariste de ce qu'on a appelé les ressources naturelles. On dit qu'il faut préserver la forêt amazonienne parce que c'est notre poumon vert. On parle de la biodiversité comme de notre boîte à outils pour l'avenir. On parle des stocks de poissons. Ce logiciel de pensée qui place l'humain au centre du monde porte un nom, l'anthropocentrisme. Un héritage philosophique que l'on tient entre autres de ce gros bébé d'Aristote. Et d'ailleurs, ce regard un peu méprisant qu'on peut avoir vis-à-vis des autres espèces que la nôtre, on a tendance à l'appliquer aussi aux autres humains qui ne vivent pas comme nous, qui auront subi ou subissent encore la spoliation de leurs terres, les pillages, les génocides, la colonisation. Les études anthropologiques nous montrent que les façons d'habiter sont incroyablement variées et complexes, mais aussi que certaines d'entre elles sont plus dominantes que d'autres. On estime qu'il y a entre 5 000 et 10 000 langues parlées au monde, mais que 80% de la population mondiale parle seulement 80 de ces langues. 80 ? Ben quoi ? Bah 80 c'est énorme. Ben non, justement, c'est pas beaucoup. Bah si, moi je parle une ou deux langues et encore. Attends, c'est pas 80% des gens qui parlent 80 langues chacun. C'est pas possible. Parce que sinon, t'aurais forcément déjà croisé des gens qui parlent 80 langues. Dans la mythologie chrétienne, Caïn, le sédentaire, tue son frère Abel, le nomade. Dès lors, Caïn se met à construire des villes pour se protéger de la nature devenue hostile depuis le meurtre de son frère. Aujourd'hui encore, les villes sont comme des forteresses. Au lieu de s'intégrer dans un monde vivant qui précède, on fait table rase, on crée des mondes artificiels, comme une étape intermédiaire avant de coloniser l'espace. Mais jouer à Dieu nous rendra-t-il immortels ? Sommes-nous encore dans la continuité de cette histoire fratricide où l'humanité sédentaire menace ses semblables et se met à l'abri de la nature ? Et d'ailleurs, c'est quoi, la nature ? Les anthropologues s'intéressent à cette question depuis des décennies. L'un d'eux, Philippe Descola, a même secoué beaucoup de monde en affirmant que la nature n'existe pas, qu'elle est une invention des Européens, un coup de force qui a mis les humains à distance du monde dans lequel ils étaient intégrés jusqu'au Moyen-Âge. La nature n'existe pas. Eh ben j'aurais jamais dit. Bah, t'aurais dit quoi ? Bah, que la nature existe. Oui, alors, il dit pas que les écureuils, les nénuphars, ça n'existe pas, évidemment. Mais simplement que le fait d'en faire un concept, c'est déjà nous mettre à l'écart de ce que nous sommes, en fait, au départ. Par exemple, les Jivaros, en Amazonie, chez eux, le concept de nature, il n'existe pas, parce qu'ils ne vivent pas à l'écart des autres espèces végétales ou animales. Un peu comme si ça formait un grand tout. Alors non, c'est pas exactement un grand tout, parce qu'ils font bien la différence entre un homme, une plante et un oiseau. Seulement, ils vont considérer l'homme, la plante et l'oiseau comme des individus singuliers, avec chacun leur perception du monde, et donc une intériorité, ce qu'on pourrait appeler ici une âme ou une conscience. Comme d'autres mondes avec lesquels cohabiter, en quelque sorte. Comme dans Avatar. Ouais, oui, comme dans Avatar.
rencontrer et d'imaginer des choses. On se rend compte dans nos sociétés modernes que nous avons au fond très peu de prise sur le destin des espaces que nous habitons. C'est pas nous qui faisons la ville. De nos jours, la ville est morcelée, privatisée, redessinée par des technocrates, des promoteurs dans des logiques de profit. La ville moderne, c'est le contraire de la cité, le contraire de la rue. Cet espace composite de vie, de rencontres, d'échanges, de création artistique, d'expression politique, de contestation, tout ce que l'on peut trouver de vivant dans la ville est broyé par ces logiques de contrôle et d'administration. Le seul intérêt de faire ville est en train de disparaître. La ville désormais se consomme. On connaissait les usines dortoirs, les ouvriers logés sur leur lieu de travail. Aujourd'hui, nous sommes tous logés sur un lieu de consommation. L'un des angles préférés du cinéma hollywoodien dans ses récits apocalyptiques, c'est justement la destruction des grandes villes, soit par un raz-de-marée, soit par l'invasion d'aliens, de robots ou de zombies. Dans les films, on dirait que la fin du monde, c'est la fin des villes, alors que dans la réalité, c'est peut-être l'inverse. L'expansion de la ville moderne, de ses structures, de ses récits, de son aménagement fonctionnel et autoritaire, n'est-elle pas l'expression même de la fin des mondes? La création d'un non-monde, sans expérience, complètement lisse. En fait, bien plus réelle que cette fin du monde que les humains se projettent depuis des millénaires, la fin des mondes s'orchestre sous nos yeux, et ce depuis des siècles. Déjà sous le Second Empire, les travaux monumentaux de la transformation de Paris menés par le baron Haussmann et Napoléon III venaient sceller le sort des Parisiens plus que jamais administrés. Des grandes artères, de larges avenues, des places et des boulevards bien dégagés, pour la modernisation, pour l'hygiène, le commerce, les circulations, aussi pour pouvoir plus facilement tirer au canon sur la foule en cas d'émeute. Dans ces rues que les hommes ont tracées pour ton bien, chantait Léo Ferré. Regarde comme ton meuble ressemble étrangement à ton immeuble. Ton meuble fonctionnel dans lequel sont rangées tes affaires. Regarde comme ton quartier ressemble à un rayon de supermarché dans lequel chaque produit est rangé dans sa boîte. Ici, la nature est en pot, comme un oiseau en cage, une compagnie décorative. Les seules formes de vie non humaines tolérées sont domestiquées, réduites à des accessoires, enfermées, taillées, artificialisées. L'espace urbain est zone de contrôle total sur la vie. Ici, on administre. La liberté, c'est se mouvoir dans les limites du cadre imposé. On pense conduire librement nos cages en métal qui roulent, mais ce sont des routes dessinées par d'autres qui nous conduisent. Nous sommes coupés du monde, paradoxalement seuls, à plusieurs. Comment penser que nos horizons standardisés soient le destin de l'humanité ? D'ici, on ne voit plus les étoiles. Nos rêves sont confisqués et nous sommes privés de ciel. Autrefois craint de nos ancêtres par superstition, le voilà lui aussi menacé par les ravages de cette civilisation. Il nous reste tant de monde à découvrir. Et ici, on ne parle pas de conquête spatiale ou de nouvelles colonies. On parle des mondes qu'il nous reste à inventer. Nous avons besoin littéralement de créer les mondes à venir, les nouvelles façons d'habiter. Il faut être rêveur pour construire des sociétés qui ne sont pas inhumaines. On peut dès maintenant choisir d'habiter le monde et non de continuer à le combattre. Maturité de l'homme, retrouver le sérieux qu'il mettait au jeu étant enfant. Mais c'est Nietzsche. Qui? T'as lu Nietzsche, ça? Bah non, je sais même pas qui c'est. Mais tu viens de citer une phrase de Nietzsche. Ont tracé pour ton bien ces rivages perdus vers lesquels tu t'acharnes, où tu veux aborder, et pour t'en empêcher les mains de l'oppression. Tiens, je te ramène la bande dessinée que tu m'as prêtée. Ah, merci, tu l'as lu. C'est la recomposition des mondes de Pignocchi. Oui. Ça t'a plu? Oui, j'ai trouvé ça très intéressant parce que je me retrouvais dans la peau de quelqu'un, dans la manière dont il explique, pour qui tout le monde décrit, tout l'univers décrit dans la bande dessinée, donc l'univers des zones à défendre, était complètement nouveau en fait. Et principalement l'idée d'être en combat en fait sur un endroit, toute cette guerre qu'il y a eu, que l'État a fait finalement à cet endroit, et la peur en fait, l'angoisse, la peur. Donc l'invasion de la ZAD par les policiers, par les forces de l'ordre et tout. De trouver ça et de le prendre en pleine figure finalement. Oui, Voilà. c'est décrit de façon remarquable, la tension, l'attente de l'assaut, Oui. la nuit,
dans le brouillard des grenades lacrymogènes, etc. C'est très frappant. C'est le livre décrit ça bien. Et oui. Comme ça m'est arrivé d'aller dans une période de paix à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, de voir les restes de ce qui a été détruit au fond, c'est-à-dire d'extraordinaires mobilisations des forces de l'ordre, et qui sont en l'occurrence plutôt des forces du désordre, puisqu'elles ont détruit là, pour le coup, oui. des vies, des milieux de vie, des façons de s'organiser, mais sans les détruire en fond, parce que c'est pas quelques blindés et des grenades lacrymogènes qui peuvent détruire une façon de vivre comme ça. Voilà. Tu étais où dans une ZAD Justement, la ZAD, je connaissais pas en fait avant cette fameuse arrivée. C'était en avril, je pense, vers avril, qu'ils ont décidé de l'expulser. Et donc on m'en avait parlé. J'avais trouvé ça génial déjà d'imaginer que des gens avaient fait ça, que ça existait depuis 2012. Donc des personnes avaient décidé de s'installer sur un terrain pour contester un projet écocide, comme on dit maintenant. Ça me semblait déjà formidable. Et finalement, quand on est arrivé, on s'est rendu compte qu'on n'aurait pas du tout le choix de faire ça. Ça veut rien dire en fait, venir en soutien ou juste être là. Et la police ne te laisse pas du tout ce choix. Donc on s'est retrouvés encerclés dès le matin, canardés de bombes lacrymogènes. Il a fallu rentrer, comme il l'explique dans le livre, très très vite dans l'ambiance, essayer de suivre les personnes qui avaient déjà toute une organisation très bien menée pour essayer d'empêcher la destruction des cabanes, des lieux. Surtout, a priori, des fermes en fait, qui avaient été montées là-bas et qui permettaient à cet endroit d'avoir une autonomie, une relative autonomie alimentaire, mais aussi un système de partage. Ce qui frappe dans ce livre, c'est que Pignocchi a entremêlé, au fond, deux expériences personnelles. L'une d'entre elles, c'est lorsqu'il a été rejoindre les Achuar en Amazonie équatorienne. Et en fait, après m'avoir lu, c'est-à-dire avoir lu un livre que j'ai écrit il y a longtemps qui s'appelle « Les lances du crépuscule », il avait été fasciné par ces Amérindiens. Les Achuar ont composé un monde qui est très différent du nôtre, bien sûr. C'est d'où le titre de l'ouvrage, parce qu'ils habitent la forêt de la Haute-Amazonie. Et surtout, ils ont un rapport très direct et d'échange de personne à personne avec les plantes et les animaux, avec lesquels ils parlent, ils dialoguent dans des champs en particulier, et puis aussi en rêve. Tu vois, c'est une société où le matin, bien avant le lever du jour, on se réunit autour des feux pour discuter les rêves de chacun. Oui. Les rêves de la nuit, c'était des rêves dans lesquels, au fond, on avait une personne qui vous apparaissait et qui se présentait. Et c'était soit une plante, soit un animal qui venait donner des indications aux rêveurs de la situation dans laquelle elle se trouvait. Et ce personnage, qui pouvait être un singe, si on était un chasseur, un singe laineux par exemple, ou bien un plant de manioc. Toujours des êtres avec lesquels les personnes sont en interaction de toute façon tous les jours, bien sûr, et de personne à personne, même si c'est d'ailleurs, dans le cas des animaux, pour les tuer et les manger, dans le cas des plantes aussi. Hein. Et au fond, j'ai fait toutes les recherches que j'ai menées au fil des années ont été pour montrer que la nature sous cette forme-là n'existe pas, que c'est le titre d'un des chapitres de Pignocchi, parce que la nature, c'est une abstraction philosophique que nous avons inventée, nous les modernes. Alors ça peut surprendre de dire que la nature n'existe pas, surtout lorsque nous sommes au milieu des arbres, ici, en entendant les oiseaux et les cigales. Mais au fond, c'est vrai, c'est-à-dire que ce qu'il y a, ce sont des multiplicités d'êtres avec lesquels nous sommes en interaction quotidiennement. Et je pense que ce que les zadistes ont retrouvé, c'était ça, justement, cette identification. Mais peut-être que tu peux en parler, toi, dans ton expérience personnelle. Oui. Il y a un autre passage qui m'avait frappé aussi lors des expulsions, c'est que
Il explique ici, effectivement, pendant les expulsions, les oiseaux restaient et protégeaient leur territoire. Et j'avais plus repensé à ça, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Donc on était au milieu des gaz lacrymogènes, en train de lutter pour un tout petit bout de terrain. Et à côté de ça, on avait des oiseaux qui luttaient pour un buisson, pour un périmètre donné, et ils restaient avec nous sur le front. On avait envie de leur dire de partir, parce que nous-mêmes, on n'arrivait plus à respirer, mais pour eux, ça semblait pas un problème. Je pense que pour aborder des nouveaux mondes, si on veut pouvoir sauvegarder cette nature, ou en tout cas tenter de le faire, il va falloir qu'on apprenne à accepter des différences énormes, en fait, chez les gens. Et dans les ZAD, le conflit social est permanent, en fait. C'est pas rare dans une ZAD de voir quelqu'un qui va dire mais non, cet arbre, on peut vraiment pas le couper, c'est un être vivant, il doit être respecté, etc. Et que quelqu'un d'autre qui a un œil plus clair sur la gestion forestière, sur l'histoire de l'endroit où on se trouve et sur pourquoi cet arbre se trouve là, dira mais non, si on veut garder un maximum de biodiversité, avoir des biotopes différents et riches sur un petit espace, cet arbre on va le couper, on va créer de la prairie. C'est pas des choses qu'on connaît à la base, vu que la plupart d'entre nous, en tout cas, j'ai eu le sentiment que la plupart des zadistes et des militants de l'écologie occidentale sont des citadins. Des urbains, oui, bien sûr, c'est ça. Oui. Moi, c'est ça que j'ai trouvé très intéressant et très émouvant aussi à Notre-Dame-des-Landes. C'est que ces gens qui venaient, au fond, d'un contexte social qui était celui des luttes urbaines, des squats, etc., se sont progressivement forgés une compétence, d'abord un véritable amour pour les lieux, une identification profonde avec les lieux, et puis ensuite des compétences, quand on se désespère face au poids du capitalisme consumériste, avec non seulement les injustices et les inégalités qu'il produit, mais aussi les transformations environnementales, la dégradation, l'érosion de la biodiversité, enfin toutes les catastrophes qu'on connaît bien. La lutte politique passe aussi, et peut-être même principalement maintenant, par des formes alternatives de vivre en commun dans des milieux, dans des territoires. Moi, je trouve que c'est plein d'espoir. On appelle ça faire pays dans le pays. Ah, c'est une très belle façon de parler. Oui, c'est tout à fait, c'est une belle expression. Et donc l'idée de créer en fait des îlots. C'est comme tu as dit, c'est des îlots d'espoir en fait, parce que effectivement, beaucoup des personnes qui se jettent dans ces combats sont passées par des phases très difficiles et ont senti, en tout cas moi, je pense que ça a été mon cas, se sentir étouffé par un univers qu'on ne comprend pas et qu'on côtoie quotidiennement. Mais faire pays dans le pays, c'est une magnifique expression, parce qu'elle permet de dépasser peut-être un risque, et en tout cas une critique qui revient souvent à gauche vis-à-vis des ZAD, à savoir cette identification profonde à un terroir, à un pays, à des non-humains, etc., peut présenter un caractère réactionnaire. Et faire pays dans le pays, c'est pas du tout réactionnaire, au contraire, c'est une façon différente d'habiter en créant des réseaux politique. Je pense que le siècle dans lequel nous entrons va impliquer des façons complètement différentes d'habiter la Terre. Et ce dont nous avons parlé depuis tout à l'heure, avec les ZAD, en est une bonne préfiguration. Et nous, anthropologues, on a l'habitude de ça. Et ça me rend plutôt, sinon optimiste, en tout cas moins pessimiste, quant à un avenir commun en Europe. Vous écoutez toujours la radio pirate du Diamant Palace, 1308e jour de sédition avec ce monde de brutes. On se dit que dans cette ville hostile, il ne manque plus qu'une pandémie ou une nouvelle guerre mondiale pour vraiment mettre l'ambiance jusqu'au bout. Tiens d'ailleurs, si une guerre devait se déclarer aujourd'hui,
est-ce que ça nous aiderait vraiment de se demander si la nature existe ou pas? Bah non, on aurait sans doute bien d'autres choses en tête. Pareil pour le dérèglement climatique, vous savez que le dernier rapport du GIEC est plus alarmant que jamais. Ce sont désormais 270 auteurs de 67 pays différents qui se sont réunis pour compiler quelques 34 000 références bibliographiques dont la synthèse ressemble à un roman noir ou un récit de science-fiction. Bah voyons.